Mesdames et messieurs, bienvenue pour ce 8e lancement de l'année au Centre spatial guyanais. Et ce deuxième lancement de l'année d'un Soyouz. Aujourd'hui, pour cette mission, Soyouz doit placer 2 satellites Galileo fabriqués par OHB System en orbite moyenne circulaire à une altitude de 23 522 km et avec une inclinaison de 57 degrés au-dessus de l'équateur. Le décollage de Soyouz est prévu ce soir à 23h08 heure locale. Du décollage jusqu'à la séparation, il se sera écoulé environ 3h47 Les 2 satellites seront lâchés en même temps. Après le lancement de 2 autres satellites, Galileo et de Copernicus, Sentinel 2A par Soyouz et Vega respectivement, cette mission est la 3e de l'année effectuée par Arianespace pour l'Union européenne. Dans les 2 cas, l'intégration de la mission s'est effectuée dans le cadre d'un contrat signé avec l'Agence spatiale européenne, qui est responsable des segments spatiaux Galileo et Copernicus. Par conséquent, Arianespace est très reconnaissante à la Commission européenne et à l'ESA pour leur confiance renouvelée en nos systèmes de lancement. C'est une source de fierté pour nous que de fournir cet accès indépendant à l'espace aux institutions et gouvernements européens, grâce à notre famille de lanceurs. Mais notre 12e Soyouz lancé de Guyane française est fin prêt pour son décollage. Alors profitons du spectacle. Bonsoir, bienvenue, nous sommes en direct au CSG et nous allons lancer 2 satellites dans la constellation Galileo pour l'Union européenne et l'ESA, système de navigation par satellite. Nous sommes là, comme vous le voyez, il s'agit de la préparation finale juste avant le lancement qui est prévu dans 17 minutes, comme vous le voyez ici, un petit peu en dessous, comme vous voyez à droite de l'écran. Et bien voilà, nous sommes au CDC et nous avons derrière nous toutes les équipes qui se concentrent juste avant le lancement et notre programme est transmis en français et en anglais. Et dans la cabine des commentateurs, nous écouterons Pierre Junière et notre interprète ce soir, c'est Thomas Bigot Gregory. Et vous entendez sa voix à l'instant si vous écoutez en tout cas le canal français. Eh bien, nous lançons un lanceur russe qui s'appelle Soyouz, comme vous le voyez ici sur le pas de tir. C'est son 12e lancement et il y a 4 parties qu'on appelle des étages. Le premier étage, c'est en fait les propulseurs. Il y en a 4 de ces propulseurs. Ensuite, 2e étage, qui est suivi du 3e étage. C'est un peu un réservoir. Et au-dessus de tout, nous avons la partie frégate. C'est le dernier étage. Et en dessous de la coiffe, le nez du lanceur, nous avons les satellites. Regardez à l'intérieur ce que nous découvrons. Nous avons 2 satellites qui sont logés là, qui sont logés près de la structure en or, là, en bas que vous voyez en jaune. Nous avons les satellites 9 et 10 pour la partie satellite FOC qui ont été construits par OHB. Voilà, 15 minutes et 46 secondes. Vous voyez l'état du lanceur. Tous les indicateurs sont verts. Cela signifie que chaque système envoie de l'information ici dans notre CDC. C'est un peu comme un tableau de bord dans un véhicule ou alors c'est un peu comme des feux de circulation. Vous attendez que le feu soit au vert pour pouvoir passer. Regardez les équipes qui travaillent ici, qui travaillent au CDC. Bon, cette équipe est importante. Il s'agit de l'équipe qui est dans la cellule de vol avec les plus hauts niveaux, par exemple, d'autorité technique pour les opérations de lancement. Et c'est eux qui ont le dernier mot, bien sûr. S'il y a quelque chose qui n'était pas prévu, et puis si les équipes de la base leur envoient des messages, nous avons bien sûr des Européens, des Russes qui travaillent comme équipe conjointe. Eh bien, Galileo, c'est vraiment un projet complètement européen.
C'est en fait un fer de lance comme projet. Et maintenant, nous souhaitons accueillir le nouveau directeur général de l'ESA, l'Agence spatiale européenne. Il s'agit de M. Jan Werner. Good evening, bonsoir und guten Abend. Je suis très heureux, en tant que nouveau directeur général de l'ESA, de pouvoir regarder avec vous le lancement des satellites Galileo numéro 9 et 10. Galileo est une activité très importante de la Commission européenne, menée avec l'Agence spatiale européenne, et cela concerne bien sûr les satellites, mais aussi le segment sol. Et nous espérons tous que les applications de Galileo vont changer le marché européen. Galileo est une activité européenne et c'est donc très important pour l'industrie, mais aussi pour les citoyens européens. Mais avec le lancement d'aujourd'hui, c'est la suite de Galileo. Il y aura encore d'autres lancements de cette série et en même temps, nous devons préparer l'avenir. Nous devons explorer de nouvelles possibilités de systèmes de navigation et ainsi, nous développerons de nouveaux satellites pour le futur et l'ESA entend bien sûr jouer ce rôle d'agence de recherche et de développement et cela toujours avec la Commission européenne. J'espère un superbe lancement ce soir. Nous avons écouté le nouveau directeur général de l'Agence spatiale européenne, l'ESA, et voilà quelqu'un qui vient de me rejoindre au CDC. Il s'agit en fait du directeur de la navigation, Monsieur Didier Fèvre. Merci d'être venu pour cette petite discussion. Vous aurez en tout 30 satellites dans la constellation. Aujourd'hui, on lance les satellites numéro 9 et 10. Cela veut dire que vous avez parcouru un tiers du chemin. Que signifient ces satellites pour vous? Eh bien, comme vous l'avez dit, c'est un tiers de la constellation complète, mais nous avons derrière nous le développement des premiers satellites. Nous sommes certains que les nouveaux satellites vont fonctionner très bien. Ça va être une totale réussite. C'est la première fois maintenant que nous produisons de façon normale, si je puis dire, ces satellites. Nous sommes contents du statut des tests, de la production, des opérations. L'équipe est excellente à Brême, à Estec et bien sûr il y a le CSG Ariane Espace ici. Donc tout va bien. Très bien. Et je crois que vous allez aussi lancer d'autres satellites sur un autre Soyouz en décembre. Donc, en tout, 6 satellites lancés en 9 mois. En 9 mois, c'est impressionnant, n'est-ce pas? Oui, tout à fait, tout à fait. Nous avons lancé en août. Bon, il y a eu quelques petites difficultés, c'est vrai, mais maintenant nous sommes en septembre, donc nous avons déjà lancé 6 satellites ce soir, en un an. Si nous lançons en décembre, c'est ce qui est prévu, eh bien, nous aurons lancé effectivement 6 satellites en 9 mois. Et ça, c'est exactement la cadence de fabrication que nous attendons. Ça veut dire que le déploiement est en cours et le déploiement final aura lieu en 2020 et c'est faisable. Bon, très bien. Cela veut dire que si vous produisez aussi rapidement que ça, vous aurez lancé 26 satellites, voyons voir, en 2018, tout à fait. Et après ça, que se passe-t-il? Eh bien, commençons par la première étape. Un Soyouz en décembre, une Ariane en 2016, ensuite Soyouz et Ariane en 2017, et ensuite Ariane en 2018. Et ensuite, il faudra acheter d'autres satellites pour l'année 2020, et nous en aurons 30 en tout. C'est l'objectif dans cette constellation, c'est l'objectif de l'ESA, de la Commission européenne, de terminer le déploiement en 2020. Bien, maintenant nous arrivons à une étape très importante pour cette séquence synchronisée. Ce sont les 10 dernières minutes et 20 secondes. Nous allons écouter une annonce. Top, début de la séquence finale lanceur.
Voilà, il s'agit du DDO, Monsieur Egalji, Joël Egalji, qui vient d'annoncer la dernière phase pour les parties supérieures, les étages supérieurs. Donc, Frégate a envoyé son signal en disant « Je suis prêt pour ce vol ». Bon, c'est super pour vous, n'est-ce pas? Parce que vous travaillez ici depuis des années. C'est vrai, c'est le 7e lancement pour nous, effectivement. Donc c'est un moment qui compte. Des bonnes relations de travail. Maintenant, tout à l'heure, vous avez parlé de nos satellites, les numéros 5 et les numéros 6, qui n'ont pas été injectés directement sur la bonne orbite. Cependant, vous avez fait un travail incroyable pour les récupérer. Avez-vous des nouvelles? Pouvons-nous utiliser ces satellites? Tout d'abord, ce qu'il a fallu faire, c'est qu'il fallait amener ces satellites dans une position stable. On l'a fait en un mois. En septembre, en octobre, nous l'avons fait. Maintenant, nous avons atteint une position stable et sûre pour ces deux satellites. Ensuite, grâce à nos collègues, ESOC et CNES, grâce à une stratégie de récupération, nous avons remis ces satellites dans une orbite raisonnable, ce qui veut dire que maintenant on peut tester les plateformes et les charges utiles. Nous l'avons fait récemment et maintenant on nous a dit que tout est bon et les satellites OHB sont bons pour ce déploiement. Donc c'est ce que nous avons décidé en décembre. C'est pour ça que nous avons lancé en mars, en fait. Bon, alors maintenant, que faisons-nous de ces satellites? Maintenant, nous sommes certains que, comme nous avons changé une partie du segment sol, nous allons récupérer ces satellites, nous allons les remettre dans un statut de fonctionnement, pas exactement comme les autres, mais pour les utilisateurs, ce sera quasiment la même chose. Ils seront utiles comme satellites de navigation. Très bonne nouvelle, tout à fait. Eh bien, nous sommes contents d'entendre ces nouvelles-là. Merci beaucoup, Didier. Merci d'avoir parlé avec nous. Et bon, je croise les doigts pour vous, pour vos équipes, pour ce lancement. Merci, merci, merci Didier. Alors, dernière partie de Soyouz. Soyouz construit en Russie, expédié ici. Nous voici dans le MIC, dédié à l'assemblage de Soyouz. C'est ici que les 3 premiers étages sont assemblés à l'horizontale. Les 4 boosters, avec chacun leurs 4 moteurs, sont fixés autour du 2e étage, puis c'est l'intégration du 3e étage. Tous les étages de Soyouz sont arrivés par bateau depuis Saint-Pétersbourg. De leur côté, les 2 satellites Galileo atterrissent à l'aéroport de Cayenne pour être acheminés au centre spatial. Dans des salles blanches, ils subissent une série de tests et de contrôles destinés à valider leur bon fonctionnement. Une fois leur aptitude de vol confirmée, leurs réservoirs sont remplis en ergols. Ensuite, les 2 satellites sont amarrés symétriquement et l'un après l'autre sur le dispenser. Pour rejoindre ses passagers, l'étage supérieur Frégate, lui, sort de son nouveau bâtiment de remplissage, le F-Cube. C'est au bâtiment S3B que les satellites sont enfin intégrés sur l'étage Frégate. La coiffe vient recouvrir cet ensemble pour former ce qu'on appelle le composite supérieur. À J-4, après une série de vérifications, le lanceur quitte le MIC pour rejoindre sa zone de lancement où il est érigé à la verticale. Un portique permet d'accéder aux différents niveaux du lanceur triétage. Il va protéger Soyouz jusqu'à 1 heure avant le décollage. Le composite supérieur est transféré en zone de lancement, hissé verticalement et intégré au lanceur. On installe alors les connexions électriques et fluides ainsi que le système de ventilation de la coiffe. À 2 km du pas de tir, un bâtiment blindé, le centre de lancement Soyouz, abrite une centaine d'ingénieurs et de techniciens russes et européens. L'équipe européenne est menée par le COEL, Jean-Pierre Barré d'Arianespace. Il communique avec la partie russe, le chef de mission et le DDO. L'équipe russe est menée par le COLS, Alexander Cherevan de RKTS Progress. Le CPAP, responsable de la production des lanceurs pour Arianespace, Jean-Paul Delpuech, garantit l'aptitude au vol du lanceur. Son correspondant côté russe, c'est Valérie Kapitonov. Et le responsable qualité lanceur, le RQLS, c'est Sergei Choutarev. Les sociétés russes qui participent au programme, NPO Lavochkin, RKTS Progress, Senki, ont chacune des représentants au CDL. Présente également au CDL l'équipe sauvegarde qui s'assure de la bonne mise en œuvre des moyens de prévention et de protection. Pour déchiffrer et transmettre les paramètres de télémesure, Arianespace suit ses opérations depuis Moscou. En Guyane, au CDLS, c'est Claude Legrand qui dirige l'équipe CVI avec Rémi Chevrier.
toutes les équipes sont prêtes pour le 12e voyage de Soyouz dans l'espace depuis la Guyane. Bonjour à tous les spectateurs francophones, je m'appelle Pierre Junière et je prends le relais de Thomas, l'interprète qui traduit Katie et Edward. Alors, à moins 5 minutes et 9 secondes précisément, en russe, c'est le Klushna Start, la clé qu'on enclenche automatiquement et manuellement. C'est dans la longue tradition du spatial russe quand l'informatique n'existait pas encore, en tout cas, vraiment pas comme on la connaît aujourd'hui. Alors, on va tout de suite découvrir ensemble un résumé du vol Soyouz de ce soir. C'est Rémi Chevrier qui nous présente les étapes clés de ce vol, le 12e de Soyouz depuis la Guyane. Puisque vous aimez les chiffres, je vous en donne quelques-uns. Le décollage aura lieu à 2h, 8 minutes et 10 secondes en temps universel dans la nuit de jeudi à vendredi. 2 minutes après, à 45 km d'altitude, les 4 propulseurs seront séparés. 5 minutes après le décollage, à 150 km d'altitude, le deuxième étage sera séparé. 9 minutes toujours après le décollage, à 175 km d'altitude, le troisième étage injectera l'étage supérieur frégate et la charge utile en orbite suborbitale. Un premier allumage de frégate interviendra pendant 13 minutes pour positionner la charge utile sur une orbite intermédiaire. Il y aura alors une longue phase balistique d'environ 3 heures. Un second allumage aura lieu pendant 2 minutes pour mettre la charge utile sur l'orbite de séparation. Enfin, 3 heures et 48 minutes après le décollage, interviendra la séparation simultanée des 2 satellites Galileo. Et voilà, 4 heures de mission résumée en 1 minute et demie chrono. Alors H0, moins 2 minutes et 35 secondes, on va y arriver. Séparation et largage des ombilicaux satellites du bras Chao, 5 connecteurs électriques qui, après séparation, sont récupérés dans un panier métallique situé sur le bras. À H0, moins 5 minutes, il y a déjà eu les canalisations qui vont alimenter la turbopompe en ergol qui ont été purgées avec du gaz. L'étage frégate, lui, il est passé sur son alimentation bord. Voilà, je vous l'annonçais. C'est dit, c'est entendu. Soyouz compte aujourd'hui 1846 vols à son actif. Aucun lanceur spatial n'a connu une telle longévité, un tel succès sur la durée. Soyouz qui a connu bien sûr des améliorations ces dernières années. Alors on va saluer tous ceux qui nous regardent ce soir. La Russie, ils nous reçoivent à Samara, à Moscou, à Saint-Pétersbourg, la Guyane, bien évidemment, Sinamari, Kourou, Cayenne, l'Agence spatiale européenne, ils nous reçoivent à leur siège, l'agence de Paris, et puis l'ESTEC à Nordwijk aux Pays-Bas et les OC à Darmstadt en Allemagne. On n'oublie pas bien sûr Arianespace et tous les internautes qui nous suivent sur arianespace.com. Le chef de mission de ce soir, alors qu'on voit la coiffe avec Galileo, Sat9 et 10, c'est Thierry Villemar, le chef de mission. Joël Egalgis, c'est le DDO. Il fera régulièrement au micro les annonces qui rythmeront le vol et la soirée. Je vous décris à l'avance les dernières secondes avant le décollage. Alors H0, moins 37 secondes, largage des ombilicaux du troisième étage, retrait du MAC AZM. Le MAVKM est retiré et écarté à H0, moins 17 secondes, allumage des moteurs à H0, moins 16 secondes. 12 de DDO, attention pour moins 1 minute. De poussée, mais on va écouter le DDO pour la dernière minute du décompte. Top, H0, moins 1 minute. Voilà, une poussée primaire donc dans ces 3 paliers, 20% de la poussée totale. Ensuite, une poussée intermédiaire, 85% de la poussée totale. Et enfin, 3 secondes avant le H0, la poussée maximale, 100% de la poussée, ce qui nous amène au décollage. Vous allez assister à ce merveilleux système mécanique de contrepoint, un système simple, ingénieux, qui permet au lanceur de s'élancer vers le ciel. Les bras métalliques s'écartent pour laisser partir Soyouz. Lorsque la poussée est devenue suffisante, je vous quitte, je vous laisse profiter du spectacle. À 12 de DDO, je reviens attention pour le début de la séquence d'allumage lanceur. A tout de suite. Top, H0 moins 20 secondes. Largage du MAVKM. Allumage triétage. À 12 de DDO.
Attention pour le décompte final. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, top. Et décollage VS12. Les paramètres du système de commande du lanceur sont nominaux. C'est parti pour ce 12e Soyouz qui vient de s'envoler depuis le sol guyanais. Stabilisation du lanceur. Vous l'avez vu, un correct. démarrage plus lent qu'Ariane 5. On sent tout le poids du lanceur qui lutte contre la gravité. La poussée, eh bien, c'est 415 tonnes au décollage. Les moteurs quadrichambre du corps central et des 4 boosters qui sont allumés simultanément sont au travail. Les gaz et les flux, c'est tout rouge, vous le voyez sur ces images. Les gaz et les flux sont éjectés par 20 tuyères en ce moment et Soyouz laisse derrière lui une traînée lumineuse rouge, c'est le jet des gaz de combustion. Ces 4 boosters, ils présentent une forme cylindro-conique avec chacun un réservoir LOX, oxygène liquide, et un réservoir kérosène. Et évidemment, ce sont les mêmes carburants qui sont utilisés pour le 2e et le 3e étage. Les 4 boosters réunis pèsent au total près de 180 tonnes. Ils poussent, ils sont en train de pousser. Ils vont pousser pendant un peu moins de 2 minutes. Ce sont eux qui permettent à Soyouz d'échapper à l'attraction terrestre. Pas de poids inutile dans le spatial, vous le savez. Et quand ils auront fini le travail, on se débarrassera de leur masse sèche. Ils seront quasi vides. Au démarrage, Soyouz pèse environ 320 tonnes. Après séparation des boosters, eh bien, il ne pèsera plus que 140 tonnes. En moins de 2 minutes, le lanceur va donc perdre plus de la moitié de son poids. Et c'est très beau là, ces images. C'est une traînée rouge dans le ciel noir de Kourou. C'est la nuit depuis déjà près de 5 heures en Guyane. Et je crois qu'on l'a vu à l'œil nu, les séparations des boosters. Je l'ai vu sur les images. On va attendre la confirmation. Des blocs BVGD. Voilà, la trajectoire est normale, tout va bien et on le voit sur ces images caméra embarquée, eh bien elle tourne comme des quilles de jonglage, hein, ces quatre boosters. Alors, on va le dire, on a l'altitude sur nos écrans en bas à gauche. Vous voyez, on est déjà à 70 km de haut et la vitesse, eh bien, on atteint 2 km par seconde. Le tracé en haut à droite des écrans, eh bien, c'est la courbe parfaite prévisionnelle et le petit point qui se déplace au-dessus, c'est le voyage de notre Soyouz, c'est la position exacte de Soyouz dans le ciel. Tout de suite, eh bien, tout va très bien. Il y a un réseau de stations sol pour recueillir la télémesure qu'envoie le lanceur. Et quand on dépasse, vous savez, les 100 km d'altitude, eh bien, on dépasse la couche atmosphérique, on se retrouve quasiment dans le vide. Il n'y a plus de frottement, plus de risque pour nos passagers. Et la coiffe qui les protège n'est plus utile. On va s'en séparer, on va perdre encore 1,5 tonnes. Quelques informations sur cette coiffe. Elle fait 4 mètres de diamètre, vous voyez. Elle est plus large que le reste du corps du lanceur, 11,40 mètres de haut. Elle est produite par TSSKV Progress au centre spatial de Samara. Ce modèle de coiffe, il est spécialement développé pour les Soyouz qui partent depuis la Guyane, puisque en augmentant la performance de Soyouz avec un décollage à partir de l'équateur, eh bien, on peut emporter des satellites plus gros, donc plus volumineux. Voilà, on le voit sous nos yeux, image 3D et ensuite image caméra embarquée, séparation de la coiffe. Alors, je vous le dis tout de suite, tout au long de notre vidéotransmission en direct, il y aura un léger décalage entre nos images 3D et les confirmations, peut-être ici à Jupiter, car chaque élément de vol est validé par le Fregat Flight Monitoring Center à Moscou. Et puis cette information, elle est transmise ici en Guyane pour être annoncée par le DDO. Quant à nous, pour éviter ce décalage, nous calerons plutôt sur les images 3D, des images conformes au programme de vol embarqué. Alors, tout se passe nominalement, comme on dit ici. La propulsion du bloc A est conforme à l'attendu. Voilà, vous entendez le DDO comme moi. Le moteur du 3e étage, c'est le RD 124 avec 4 chambres de combustion et 4 tuyères. Sa poussée de 30 kN, cet étage de 28 tonnes va pousser pendant 4 minutes. Alors, tout au long
je me suis trompé, je crois, parce que je suis déjà sur le troisième étage, alors que voilà, on va perdre le deuxième étage. On l'a vu. En russe, on appelle ça la séparation chaude. On perd le corps du deuxième étage, haut de 27 mètres. C'est le corps principal, donc qui pesait près de 100 tonnes. On le voit, un gros morceau, et on a les capots de protection qui sont séparés également. On vient de perdre 100 tonnes. Quand il est rempli, parce qu'à vide, eh bien, c'est 7 tonnes uniquement réservoir vide. Donc, cette séparation, elle s'est faite tout à fait nominalement. Je vous le disais, on va revoir ces images tout à l'heure. C'était donc il y a un peu plus de 5 minutes, c'était Soyouz en plan large. Le voilà, il s'élance, décollage depuis le port spatial de l'Europe. Avec Soyouz qui file à la verticale dans la nuit. Et oui, une longue traînée lumineuse. Acquisition de la télémesure par la station navale. On va découvrir dans quelques instants, alors que vous le voyez sur ces images 3D, eh bien, ça continue à pousser et l'altitude, eh bien, elle augmente et la vitesse aussi. On va dans quelques instants, je pense, revoir les images de ce décollage. C'était il y a plus de 5 minutes, un Soyouz depuis le port spatial de l'Europe. Sa mission va durer près de 4 heures avec, au final, la mise en orbite de 2 satellites Galileo. C'est un sujet sur les FQ. Le lancement depuis la Guyane du premier Soyouz eut lieu en 2011, celui du premier Vega en 2012. C'est à ce moment-là qu'Arianespace a débuté l'exploitation des 3 lanceurs, Ariane, Soyouz et Vega. Ceci a permis d'accroître la capacité de lancement de 7 à 12 lancements par an. Nous avions un premier point à modifier, la sous-capacité de remplissage, avec un étage supérieur frégate rempli dans le bâtiment S3B, normalement dédié aux opérations satellites. Situé sur l'ensemble de lancement Soyouz, ce bâtiment est dédié aux frégates, ce qui accroît la capacité des autres bâtiments de remplissage des satellites. VS12 aura été marqué par la première utilisation opérationnelle du bâtiment F-Cube, donc c'est le bâtiment qui est dans le fond derrière moi. Ce bâtiment est destiné exclusivement au remplissage de l'étage frégate. C'est l'étage de mise à poste qui est au sommet du lanceur Soyouz et sur laquelle on vient mettre les charges utiles. Donc ce bâtiment, c'est une grande avancée à la fois pour Soyouz et à la fois pour la réalisation des campagnes sur la base de lancement en Guyane. D'abord, pour Soyouz, les installations de remplissage frégate étaient donc montées et démontées à chaque campagne frégate. Donc aujourd'hui, ces mêmes installations ont été montées à poste fixe à l'intérieur du bâtiment Soyouz. C'est à la fois un gain de temps, puisqu'on a plus d'opérations de montage et de démontage, et à la fois un gain en fiabilité. Deuxième avancée très importante, et cette fois-ci dans l'organisation des campagnes sur la base de lancement, le frégate n'étant plus rempli au S3B, le PCU est désormais disponible plus longtemps pour remplir des satellites. Donc on a gagné en souplesse d'utilisation des ensembles de préparation aux charges utiles et on a gagné en productivité pour tenir les cadences que le carnet de commandes nous impose cette année. Ce bâtiment a été construit en seulement 17 mois et qualifié en 1 mois. Le planning et les budgets ont été strictement respectés, montrant le professionnalisme de toutes les sociétés impliquées, la plupart guyanaises. Eh bien oui, ce nouveau bâtiment, c'est le signe qu'il faut bien sûr continuer à investir dans les équipements pour rester performant avec ce F-Cube, notamment le Frégate Fueling Facilities. C'est comme cela, bien sûr, qu'au travers de sa gamme de lanceurs, Arianespace garantit à l'Europe un accès indépendant à l'espace. Et on peut ajouter que Galileo représente la première infrastructure commune produite et financée par l'Union européenne, qui en sera propriétaire. Il s'agit d'un système donc mondial de navigation placé sous contrôle civil. C'est important, on aura sans doute l'occasion d'y revenir. Le 3e étage continue à pousser, son diamètre 2,66 m, sa longueur 6,70 m. Il embarque près de 18 tonnes de LOX, d'oxygène liquide, près de 8 tonnes de kérosène. Et bien évidemment, cet étage-là, eh ben, on va le perdre, on va perdre le 3e étage, donc, et c'est 2,4 tonnes de masse à vide. Donc effectivement, on aperçoit bien évidemment nos passagers à la proue du lanceur, ils sont bien accrochés à leur dispenser. Et voilà, séparation
du 3e étage. On l'a vu sur les images 3D, on le voit sur ces images de caméra embarquée, très très belles images, avec la courbure de la Terre à l'horizon. Eh bien à présent, Frégate est seule en vol. Voilà, vous le voyez, on voit le 3e étage qui s'éloigne. Extinction bloquée et Frégate séparation. qui est composée donc de 6 réservoirs sphériques, 2 contenant l'avionique, 4 contenant les ergols. Ces 6 réservoirs sont soudés entre eux et il y a un ensemble de 8 bielles qui traversent les réservoirs. Alors Frégate, sa masse brute, c'est de moins d'une tonne, 950 kg à vide, et il contient près de 5 tonnes et demie d'ergols. Il est produit par NPO Lavochkin à Moscou. C'est un étage autonome conçu comme un véhicule orbital. Il supporte l'adaptateur où sont amarrés nos 2 satellites Galileo. Alors Frégate, c'est un véritable 4e étage. Il possède ses propres systèmes de guidage, de navigation, de contrôle d'attitude, de poursuite, de télémesure. Et l'étage Frégate va pousser environ 13 minutes avant sa première extinction. Il vient de s'allumer. En tout cas, on voit effectivement le cône, le jet des gaz éjectés. Particularité donc de cette mission, on vous l'a peut-être déjà dit, elle va être longue, elle va durer 4 heures. Il y aura 2 poussées de l'étage Frégate, 2 poussées suivies de phases balistiques. Donc cet étage Frégate est réallumable jusqu'à 20 fois. Il faut dire que Soyouz bénéficie de plus d'un demi-siècle d'exploitation. Il y a du métier avec un nombre de premières spatiales impressionnant. Premier survol de la Lune, premier homme dans l'espace, Yuri Gagarin en 1961. Confirmation du premier allumage de l'étage Frégate. Voilà, c'est confirmé. Je vous le disais, il y aura sans doute un décalage entre les images 3D conformes au programme de vol et les informations qui sont répercutées ici par le DDO. Donc j'étais en train de vous parler de Soyouz. Eh bien tout de suite, on va retrouver Elżbieta Bieńkowska, la commissaire européenne. Mesdames et messieurs, il y a 6 mois, j'ai confirmé l'engagement de la Commission qui vise à faire du programme de navigation par satellite Galileo une réalité. Aujourd'hui, je suis heureuse de vous annoncer que le second lancement de satellite Galileo en 2015 vient d'être effectué. Un tiers de la constellation Galileo se trouve dorénavant dans l'espace. Il s'agit là d'un jalon important sur le chemin qui mènera à une constellation de satellites et de services pleinement déployés en 2020. Je suis fière de vous dire que ceci a été effectué grâce à la combinaison féconde d'un engagement politique européen clair, de l'état de l'art de la technologie européenne et de compétences en ingénierie. Je souhaite remercier tous ceux qui ont contribué à cette réussite, les équipes projets de notre industrie spatiale, ainsi que celles de l'Agence spatiale européenne, du CNES à Kourou et de ma direction générale à la Commission européenne. Merci de votre attention. La Commission européenne a mis en place un concours de dessin dans les 27 États membres. Les gagnants donnent leur nom à un satellite Galileo. Alors Oriana, elle a 13 ans, des taches de rousseur, elle a des grands yeux bleus, elle est scolarisée à Roubaix. Et Oriana est une petite fille comme les autres, mais son dessin était très coloré, rempli d'étoiles, de vaisseaux spatiaux, de spationautes, de fusées. Elle a reçu son prix à Paris. On lui a remis un certificat, un trophée représentant le satellite qui portera son nom. Et ce satellite, eh bien, vous le voyez, on l'a sous les yeux avec les images 3D. L'autre satellite, lui, s'appelle Alba. Alba et Oriana, ça rime, c'est de bon augure. Visibilité de la station navale. Acquisition par la station navale. Voilà, ça c'est une bonne nouvelle car pour ce vol, eh bien, il y a plusieurs stations. Nous y reviendrons, mais tout de suite, on retrouve en gros la mission Galileo, un reportage. Voici Galileo Sat 9 et 10 en préparation dans leur salle propre au centre spatial guyanais. Les 2 satellites seront lancés sur Soyouz. Un lancement n'est jamais de la routine, mais la fabrication en série des satellites et les lancements fréquents montrent que le programme Galileo est maintenant une machine bien huilée. Et avec tous ces satellites sur orbite, le système peut bien démontrer ses performances. Déjà validé avec une mini-constellation de 4 satellites, Galileo a confirmé qu'il fonctionnait parfaitement et même mieux que prévu, et désormais, avec plusieurs années d'opération et de plus en plus de satellites, le retour d'expérience est positif.
Nous avons un bon retour d'expérience sur les segments spatiaux et terrestres déployés jusqu'à présent. Aussi, nous sommes très confiants pour l'avenir. Nous devons continuer à déployer les satellites qui restent, ainsi que les éléments au sol, et nous sommes confiants d'avoir l'an prochain la capacité qui permettra au programme de fournir les premiers services. Avec les premiers services bientôt opérationnels, il ne faut pas oublier que Galileo est un système des plus complexes, qui fait intervenir de nombreux éléments qui doivent être parfaitement synchronisés. En effet, Galileo est composé d'une constellation de satellites associés à un vaste réseau de stations réparties autour du globe, conçus pour gérer les satellites et vérifier les signaux de positionnement. Un réseau mondial qui est sûrement l'un des plus sophistiqués jamais construits par l'Europe. Mais au sol, comme dans l'espace, les opérations sont maîtrisées. Le segment sol de Galileo est déployé mondialement. Nous avons 2 centres de contrôle en Europe et un réseau de stations sol autour de la Terre. Ce réseau est pratiquement complet et nous sommes en train de déployer des éléments pour assurer la redondance entre les centres de contrôle afin d'avoir une capacité de redondance totale et la robustesse indispensable aux opérations. Maintenant, avec le réseau sol terminé et la constellation partiellement sur orbite, le défi pour l'Europe est de continuer ce déploiement en lançant les satellites restants. L'Europe devra alors montrer que Galileo peut fournir les premiers services en 2016 avec la moitié des satellites prévus pour le système. Le défi pour Galileo dans les prochains mois, ce n'est plus la performance technique, mais d'accomplir tout ce qu'il faut pour faire tourner cet immense système, dans l'espace et au sol, constitué d'éléments robotisés et qui doivent être supervisés par le centre de contrôle, avec la capacité d'automatiser toutes les opérations et d'assurer la robustesse et la stabilité attendues par les utilisateurs. Le système Galileo sera complet avec 30 satellites, dont 6 en réserve, tournant autour de la Terre sur 3 orbites à une altitude de 23 222 km. L'Europe aura alors son propre système de navigation par satellite qui fournira des services de positionnement, de navigation et de temps, des signaux de haute qualité pour les utilisateurs à travers le monde. Le système de radionavigation par satellite, enfin, c'est communément appelé par l'acronyme anglais GNSS, Global Navigation Satellite System, eh bien ça désigne de manière générique tous les systèmes de navigation satellitaire à couverture mondiale permettant de répondre aux besoins de géolocalisation ou de géopositionnement. Alors l'agence européenne GNSS, elle s'appelle la GSA. Le siège de la GSA a été officiellement inauguré à Prague, c'était en septembre 2012, et il y a tout juste 3 ans, son directeur exécutif, c'est monsieur Carlo Desdorides. On va le voir dans quelques instants d'ailleurs. Cette agence, donc, elle gère les programmes européens de navigation par satellite, elle conduit des activités de recherche, elle s'occupe des questions liées aux droits d'utilisation des fréquences et à leur sécurité, et elle délivre les licences. Justement, nous allons regarder un film qui nous présente les récepteurs Galileo. Un récepteur, c'est ce qui permet de traduire les signaux satellites. Des moyens de transport plus sûrs, une agriculture plus efficace, des outils logistiques plus écologiques, des mesures de positionnement plus fiables et de nouvelles applications innovantes qui aident les citoyens dans leur vie quotidienne. Galileo sera au rendez-vous. Afin de répondre aux besoins des utilisateurs, Galileo a besoin d'un relais essentiel, le récepteur. Les récepteurs agissent comme un prisme. Ils traduisent les signaux de navigation envoyés par les satellites en toute une série de services de positionnement et de synchronisation. De nombreux acteurs importants du secteur industriel ont déjà lancé des produits compatibles avec Galileo. Aujourd'hui, près de 40% des récepteurs disponibles sur le marché sont prêts à utiliser Galileo et plus de 60% des récepteurs intègrent déjà EGNOS. Depuis 2009,
l'agence du GNSS européen collabore étroitement avec les fabricants de puces et de récepteurs pour veiller à tirer pleinement parti de Galileo. Cette collaboration comprend des séminaires techniques, le partage des mises à jour de Galileo, le co-marketing et la gestion de fonds spéciaux pour la recherche et développement. Le récepteur est l'outil clé par lequel tous les signaux sont convertis en services. En soutien au développement de récepteurs Galileo, la GSA coordonne un programme de test en collaboration avec 2 centres d'essai, le Joint Research Center et l'Agence spatiale européenne. Les caractéristiques d'interface d'un nouveau système présentent toujours une certaine marge d'interprétation. Grâce à des essais, nous avons pu résoudre quelques ambiguïtés, poser des nouvelles questions et veiller au bon fonctionnement du système une fois son déploiement pleinement opérationnel. Le Joint Research Center a mené des essais pour les récepteurs professionnels, tandis que l'Agence spatiale européenne s'est consacrée aux récepteurs dits grand public. Nous testons une série de récepteurs dans des conditions standardisées avec toutes les fréquences Galileo. Nous examinons la coexistence avec les systèmes GNSS comme le GPS et nous contrôlons aussi l'impact de certains types de signaux ou émissions parasites sur leur fonctionnement. Nous retirons comme bénéfice de cette campagne un contact très étroit avec les fabricants. Nous avons en effet pu parler avec les ingénieurs chargés du développement de l'interface des récepteurs. La plupart d'entre eux est d'ailleurs resté en contact, souhaitant suivre le projet. Cette campagne vise à anticiper l'avenir et à tous nous préparer pour une meilleure expérience de navigation. Nous voulons mieux comprendre la façon d'utiliser les signaux de Galileo et savoir si le système fournit suffisamment d'informations afin de pouvoir exploiter au mieux les caractéristiques de Galileo. Au cours de l'année passée, nous avons effectué de nombreux tests, 460 heures d'essais en laboratoire, avec 9 récepteurs et 91 heures d'essais sur le terrain. Toute une série d'essais a permis de vérifier comment différents récepteurs utilisent les signaux Galileo afin que les fabricants puissent améliorer leur technologie et exploiter pleinement la précision et la fiabilité accrue de Galileo. Bien entendu, nous participons à cette campagne qui s'avère très fructueuse. De plus, la mise à disposition des résultats des essais pour nos clients contribuerait à faciliter l'adoption de Galileo. Ces dernières années, la GSA a investi davantage dans un dialogue ouvert avec les fabricants de puces et de récepteurs. En préparant une parfaite intégration de Galileo dans la nouvelle génération de récepteurs, nous veillons à ce que les signaux Galileo permettent un large éventail de nouvelles applications et services. Il faut bien dire que l'homme a toujours cherché à inventer des mesures pour se repérer, qu'il soit voyageur, explorateur, marchand. Il veut définir sa position dans l'immensité de son environnement, et qu'il soit terrestre, maritime. Et l'homme a toujours utilisé d'abord les étoiles, les instruments de vision, les instruments de mesure, que ce soit l'astrolabe, le sextant, les horloges. Et bien sûr, aujourd'hui, en envoyant dans l'espace ces étoiles artificielles que sont les satellites, les scientifiques permettent une précision de repérage qu'on n'a jamais atteinte. Car bien sûr ils sont visibles partout depuis la Terre, de jour comme de nuit, les satellites, quelles que soient les conditions météo. Ils offrent de nouveaux champs d'expérimentation pour la géolocalisation et ses applications. Alors les coordonnées géographiques d'une personne ou d'un objet, elles sont déterminées par des satellites émetteurs placés en orbite et des récepteurs. Alors pour cela, le récepteur se base sur l'heure à laquelle le signal quitte le satellite et mesure le temps mis par le signal pour parcourir la distance qui le sépare du satellite. Dans quelques instants, on devrait avoir l'extinction du frégate. D'ailleurs, sur ces images 3D, il est éteint. C'est-à-dire que dans le programme de vol, effectivement, je pense qu'on a juste dépassé le temps de l'extinction du frégate après ce premier boost. Donc cette première poussée d'une durée de 13 minutes, c'est une première phase balistique qui démarre. Elle va être très longue puisque cette phase balistique va durer 3h30.
heure et quart. Alors, on peut parler tout de suite des satellites. Chaque satellite pèse 700 kg, 700 kg, et chaque Galileo contient des panneaux solaires qui fournissent une puissance maximale de 1500 watts. Leur dimension, c'est 1 mètre par 5. Confirmation de l'extinction de l'étage frégate. Voilà, c'est confirmé. Hein. Je vous le disais, il y aura un petit décalage et surtout 2 horloges atomiques qu'ils emportent, ces satellites Galileo, 2 horloges atomiques au rubidium. Alors, le film que nous allons voir vous explique cela en détail. C'est passionnant, c'est scientifique, c'est de la très haute technologie. Si de loin, la constellation Galiléo ressemble à une molécule, avec les satellites électrons et la Terre noyau, cette comparaison atomique prend tout son sens, rapporté à ce qui fait le cœur de Galiléo, la mesure du temps. En fait, le système Galiléo constitue une immense horloge spatiale dont la précision est déterminante pour la qualité du calcul des positions, et pour cela, l'Europe a développé des horloges dites atomiques. Une horloge atomique qui dérive d'une nanoseconde, et c'est une erreur au sol de 30 cm, ce qui, pour une seconde, donne une erreur de 300 000 km, c'est-à-dire que l'on peut être sur la Lune. D'où l'importance de réduire les imprécisions et le rôle clé des horloges embarquées par les satellites Galiléo. Les satellites Galiléo seront équipés de la meilleure horloge jamais lancée dans l'espace, l'horloge dite maser passif à hydrogène. Maser, c'est-à-dire amplification de micro-ondes par émission simultanée de radiation. Vue de l'extérieur, l'horloge n'est qu'un gros boîtier cylindrique, mais à l'intérieur, c'est la danse des atomes, une valse dont la régularité est justement source de très grande précision. Le fonctionnement de l'horloge atomique est lié au comportement et au cheminement de l'hydrogène suivant un parcours balisé. Des molécules d'hydrogène sont canalisées pour déboucher dans un espace où ces molécules sont éclatées en 2 atomes qui peuvent être dans 2 états quantiques, états que les couleurs rouge et jaune différencient. Ces atomes passent ensuite par un long tunnel dans lequel ils sont triés avant de poursuivre vers une vaste cavité où ils vont dans tous les sens. En fait, c'est là que se produit un phénomène de stimulation-excitation des atomes qui va les faire passer d'un état à l'autre et ainsi entraîner l'émission stimulée de photons micro-ondes, ici en orange. Une émission dont la fréquence est absolument stable et reproductible. C'est cette exactitude et cette régularité qui sont à l'origine de la cadence atomique essentielle pour les services du système Galiléo. Ces impulsions étant ensuite transformées en signaux envoyés sur Terre, tel le rythme d'un métronome. Tous les satellites de la constellation Galileo seront ainsi équipés de ces horloges dont la cadence immuable permettra aux récepteurs au sol de calculer avec la meilleure précision les positions, temps et vitesse des utilisateurs, données essentielles pour toute une palette d'applications. Les signaux de Galiléo sont aussi censés mieux résister aux perturbations dues à leur passage dans l'ionosphère. L'ionosphère, cette couche de l'atmosphère chargée électriquement qui peut fausser les données. Alors pour cela, la constellation Galiléo, eh bien, elle utilise 2 fréquences distinctes pour chacun des 5 niveaux de service prévus, quand le GPS, lui, n'en a qu'une. Alors si Ariane Espace garantit à l'Europe un accès indépendant à l'espace, eh bien Galiléo, c'est vraiment un projet emblématique pour l'Europe. C'est une initiative européenne. Ce programme développe un nouveau système mondial de navigation par satellite placé sous contrôle civil avec un service garanti et de haute précision. Et c'est la première infrastructure commune produite et financée par l'Union européenne qui en sera également propriétaire. Alors, Galiléo intègre des technologies innovantes développées par l'Europe au bénéfice de ses citoyens et il prévoit un programme nécessitant la création en Europe de 15 000 à 20 000 emplois et 2 000 emplois permanents liés à son exploitation. Tout de suite, on découvre le constructeur, OHB. Right now, the next 2 satellites, Alba and Oriana, are on the way to their target orbits to increase the Galileo FOC constellation. OHB is prime for the FOC phase under ESA contract and responsible for 22 satellites for the time being. The modular and flexible design allows a cadence of 1 pair every 3 months,
and a maximum of flexibility in AIT with quality standards according to ESA rules. The first 2 FOC satellites were launched in August last year, followed by Adam and Anastasia in March 2015. By now, all satellites have an excellent in-orbit performance. OHB is proud of contributing to the European Satellite Navigation System, which will produce a multitude of useful applications. In parallel to the successful delivery of our FOC fleet, OHB is already actively working on the development of the next generation of navigation satellites for Europe. Find out more about OHB as a leading space systems company in Europe on ohb.de. Galileo FOC, satellites by OHB. Voilà, on en sait un peu plus sur OHB qui construit Galileo. Ils viennent de Brême, ils sont à Brême en Allemagne et la charge utile de chaque satellite, elle est fournie par SSTL, Service Satellite Technology Limited. Alors, première phase balistique très longue puisqu'elle va durer 3h15 de vol sans propulsion. On est dans cette phase balistique, on est sur la lancée du premier boost. Durant cette phase balistique, on va déclencher une rotation parce que sinon le lanceur va présenter au Soleil toujours le même côté pour ces satellites. Ça serait pas bon du tout. Ça veut dire qu'il y aurait des parties très chaudes et des parties très froides. Les parties très chaudes, bien parce qu'elles reçoivent les rayons du Soleil, et puis les parties très froides parce qu'elles sont à l'ombre. Alors, par une simple rotation longitudinale, on va uniformiser le comportement thermique de tout le composite et on le met en légère rotation. C'est ce qu'on appelle la phase barbecue, un peu comme lorsqu'on cuit un poulet à la broche. Le satellite, comme cela, résistera à l'environnement thermique de l'espace et avec des températures donc qui peuvent aller de moins 180 degrés à plus 80 degrés. C'est donc cuisson et super congélation, là où dans l'espace, si on n'y fait pas attention. Tout se passe bien pour vous voyez, pour ce qui reste de notre Soyouz, pour le composite qui a dépassé 1800 km d'altitude. La vitesse, on en est pour l'instant à un petit peu moins de 8,4 km par seconde, avec ces belles images 3D et maintenant des belles images du décollage. Voilà, le décollage, c'était tout à l'heure. C'était il y a une demi-heure environ, avec Soyouz qui s'est élancé depuis sa zone de lancement, avec bien les bras là qui vont s'écarter, les bras qui font contrepoids, et Soyouz qui est parti. C'était très beau la nuit avec toute cette lumière et cette traînée de feu, c'est toujours magnifique. Là, on a le plan large avec la forêt tropicale en amorce et Soyouz qui s'élance à la verticale. Alors, bien évidemment, c'était tout à l'heure encore une image des 20 tuyères au décollage, 20 tuyères qui crachent des flammes et Soyouz qui crache ces jets de gaz de combustion. Alors, on peut dire tout de suite, puisqu'on va s'interrompre dans le cours de cette vidéotransmission, alors qu'on voit ces images d'il y a un peu plus d'une demi-heure, avec cette belle traînée de feu, cette traînée rougeoyante de Soyouz, eh bien que la pause va être longue, puisque on va s'arrêter 3 heures. 3 heures, mais il y aura une suite. Bien sûr, nous ne quittons pas des yeux, quant à nous, eh bien, ce qui reste de Soyouz avec les 2 satellites Galileo. On va le dire tout de suite, on va repartir. Pour le direct, ce sera à 2h42 minutes et 19 secondes pour les commentaires, heure de Guyane. Là, on le voit, c'est l'ensemble des stations sol avec Galio en Guyane, le navire, un bateau posté dans l'océan Atlantique, Santa Maria aux Açores, au Saguel, c'est au sud de Toulouse, et ensuite c'est Perth sur la côte sud-ouest de l'Australie. Très très belles images là, avec la Terre vue de très 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 haut, et bien ça c'est le réseau des stations sol. Vous voyez la courbe de la trajectoire de Soyouz. Alors je vous le disais, il sera 7h42 minutes, heure de Paris, pour la suite des aventures de Soyouz et des satellites
satellites 9 et 10 de la constellation Galileo. Je vous accompagnerai bien sûr jusqu'à la fin de cette mission. On se retrouve donc, je vous le répète, à heure de Kourou, 2h42 minutes et 19 secondes, soit dans 3h10 minutes. Au revoir, à tout à l'heure, soyez au rendez-vous. Merci d'être de retour avec nous. Deuxième partie du vol de Soyouz depuis la Guyane. 12e vol de Soyouz au profit donc des satellites Galileo FOC 9 et 10. Rebonsoir à toutes et à tous. Vous êtes à nouveau en compagnie de Pierre Genière. Merci d'être toujours avec nous en direct pour cette deuxième partie de mission. Nous allons assister ensemble à la séparation des deux satellites Galileo. Eh bien, Alba et Oriana, vous les voyez sous vos yeux sur ces images 3D. Elles sont toujours accrochées, les deux satellites Galileo, c'est leur nom, hein, je vous en ai parlé tout à l'heure, sont toujours accrochés, bien accrochés à Soyouz. Le frégate est là lui aussi. Eh ben oui, il est encore moins gros finalement que les satellites, ce qui reste de notre Soyouz. Frégate d'un diamètre de 3,35 m, longueur 1,50 m, protection thermique dorée. Voilà, et on va revoir le résumé de cette mission. Alors, eh bien, Soyouz s'était lancé, il était 23h08 heure locale. Compte tenu de la nature de la mission, vous savez que Soyouz, ça part pas, et c'est bien parti. Vous le voyez, ça s'est lancé tout droit à la verticale, comme d'habitude, avec la traînée de feu. Seconde réorientation de la centrale inertielle. Et bien évidemment, ça va toujours très vite hein, en début de vol. On peut redonner les temps forts de ce vol. Donc, en moins de 5 minutes de vol, les boosters, la coiffe et le deuxième étage ont été largués. Cela a permis à Soyouz d'aller plus vite et plus haut. Très très belles images, vous voyez ce point lumineux. Et ensuite, on est passé bien évidemment aux images 3D, puisque c'était trop haut pour nos caméras. Voilà les boosters qui viennent de se séparer. Voilà la coiffe qui se sépare en deux demi-coiffes. Et on voit apparaître les deux Galileo. On a perdu ensuite le corps principal. Le deuxième étage a été largué. Et bien évidemment, ensuite, c'est le troisième étage qui a pris le relais, avec toujours nos deux satellites à la proue du lanceur. Après 9 minutes et demie de vol, le troisième étage avait achevé sa mission. Il a été séparé lui aussi. Ne reste en vol que le frégate et le dispenser, auxquels sont arrimés les deux satellites Galileo. Et puis, vous le voyez, un premier boost. C'est-à-dire que le moteur de frégate a poussé pendant 13 minutes et puis ensuite une phase balistique extrêmement longue puisqu'il y a eu 3h15 de phase balistique. Alors, bien évidemment, ici, tout le monde est aux aguets, vous le voyez, au centre de contrôle. On voit Didier Fèvre, on voit tous les autres qui sont là, qui prennent des notes, qui regardent leurs écrans, qui sont un peu dans l'attente, comme nous. Bien sûr, Arianespace est très fier de poursuivre le déploiement de cet outil de souveraineté de l'Europe que représente le système Galileo. Arianespace est partenaire de confiance depuis le début du programme, avec le premier lancement c'était Galileo IOV1 et 2, qui
qui a eu lieu sur le VS-01, le premier vol de Soyouz depuis la Guyane le 21 octobre 2011. Très très belles images de notre planète, toute bleue, avec l'Australie, vous le voyez, puisque c'est Perth qui nous envoie les nouvelles qui sont émises depuis Soyouz, et c'est la station de Perth sur la côte australienne qui nous permet de savoir, eh bien vous le voyez, l'altitude, on est à 25 553 km d'altitude. La vitesse, elle est retombée à 1,41 km par seconde, et c'est l'allumage, vous le voyez, eh bien oui, le jet des gaz de combustion, il a repris sur Frégate qui a allumé son moteur. Alors c'est une poussée qui est beaucoup plus courte que la première, en tout cas elle fait moins de 4 minutes, et on peut en profiter pendant que Frégate pousse sur ces très belles images 3D pour dire que l'Europe est à la pointe de la technologie, parce que bien évidemment, la géolocalisation est souvent associée au GPS, mais c'est un abus de langage. La technologie GNSS connaît plusieurs systèmes développés par différents pays. La preuve, il y a GLONASS, le concurrent russe. Et l'Union européenne, elle, en faisant référence à Galilée, avec son programme Galileo, eh bien, elle crée le seul système sous contrôle civil, plus précis que ses concurrents. Plus, il pourra être couplé au système existant et décupler leur efficacité. Et puis, il y a un véritable enjeu économique, puisque la géolocalisation, pour beaucoup, elle est au XXIe siècle, ce que la mécanisation a été au XIXe ou l'informatique au XXe siècle, c'est-à-dire quelque chose qui va radicalement transformer nos existences. Ce système GPS, lui, il existe depuis plus de 30 ans. Confirmation mais les technologies... du deuxième allumage de l'étage Frégate. Voilà, c'est confirmé. Du côté du DDO, on a cette confirmation. On l'avait vu à l'œil nu sur ces images 3D. Donc je vous disais que les technologies ont évolué. On est passé de récepteurs mono ou bicano multiplexés à des récepteurs qui aujourd'hui permettent de voir tous les satellites présents dans la constellation simultanément. Et donc les récepteurs sont devenus moins chers, sont devenus ambulatoires, portables, voire miniatures dans les téléphones, avec des interfaces homme-machine ergonomiques. Et donc, bien évidemment, cela permet d'entrevoir de nombreuses innovations et possibilités d'évolution. Et il y a des retombées pour l'industrie européenne, et avec à terme les 30 satellites de la constellation autour de la Terre. C'est vraiment une opportunité pour ne pas faire seulement de la navigation et de la géolocalisation. Sont conformes à l'attendu. Et gardons à l'esprit que chaque euro investi dans Galileo va engendrer des retombées positives pour l'industrie européenne. La Commission européenne s'attend à ce que de nombreuses sociétés investissent dans ce créneau en développant du matériel et en développant de nouvelles applications. Les prévisions, eh bien, c'est 2000 emplois permanents pour l'exploitation en continu de Galileo et 15 000 à 20 000 emplois liés aux applications, au développement à partir de Galileo. On peut peut-être parler de cette année 2015, elle est loin d'être terminée, mais pour l'année 2015 d'Arianespace, en tout cas, il y a un total de 8 missions prévues au profit des institutions européennes, et sur ces 8 missions, déjà 6 missions réalisées avec succès par Arianespace. Donc une année vraiment exemplaire au service des institutions européennes. On peut récapituler brièvement. Pour la Commission européenne, eh bien, la poursuite du déploiement du segment spatial du programme Copernicus avec le lancement de Sentinelle 2A par Vega, c'était en juin, alors qu'on a une très belle image des stations sol avec Galio, la station navale, les Açores au Saguel, et puis une magnifique courbe. Là, on a une superbe courbe. C'est un dessin d'artiste, cette courbe de vol. Alors, j'en étais, moi, je vous disais que pour la Commission européenne, eh bien, il y a eu Sentinelle 2A en juin. La poursuite du déploiement de la constellation Galileo avec VS11 ce soir, VS12, et puis VS13, c'est prévu en décembre. Pour l'Agence spatiale européenne, eh bien, Arianespace a lancé IXV en février, démonstrateur de rentrée atmosphérique. Il y aura également le lancement du satellite scientifique LISA Pathfinder, c'est prévu fin novembre. Pour EUMETSAT, l'organisation météorologique européenne, il y a eu le lancement de MSG4, c'était en juillet. Et pour les ministères de la Défense français et italien, le lancement du satellite de télécommunication
communication militaire Sikral 2 en avril. Fin du boost, on vient de le voir à l'instant. Je vous l'avais dit, c'est un deuxième boost assez court et tout normalement, il vient de prendre fin. Deuxième phase balistique qui commence sous les yeux de Didier Fèvre. Alors, Arianespace, eh bien, là, on a vraiment la preuve de la garantie à l'Europe de l'accès indépendant à l'espace avec ce nouveau lancement. On va tout de suite préciser que pour Galileo, il y a 5 niveaux de service. Alors, ce qu'on appelle l'open service, le service libre, le service accessible au grand public, gratuit, qui doit fournir une précision à moins de 5 mètres. Il y a un service commercial proposé aux professionnels du transport, flotte de véhicules, travaux publics, énergie, un service commercial payant qui promet un positionnement de niveau centimétrique. Il y a ce qu'on appelle le Public Regulated Service, alors que c'est confirmé pour la deuxième extinction. Le Public Regulated Service, il se base sur un signal crypté associé à des techniques anti-brouillage pour être utilisé par les gouvernements européens, justement en matière de sécurité, de défense ou de situation de crise. Début des manœuvres d'orientation au profit de la séparation. Voilà, début des manœuvres au profit de la séparation. Eh bien oui, je finis. Je vous ai déjà cité 3 services, l'open service, le commercial service, le public regulated service. Il y a le search and rescue, très important, puisque Galileo va renforcer le service international de sauvetage par satellite. La constellation européenne sera capable pour la première fois d'envoyer des messages aux naufragés attestant que l'appel à l'aide a été reçu et que les secours sont en route. Il y a un 5e service, le Safety of Life, destiné au transport, notamment aérien, un service qui garantit que le signal provient bien de Galileo et prévient en cas de problème, de panne ou de dégradation. C'est la notion d'intégrité de signal, c'est la signature Galileo. En réalité, voilà, tous ces services vont être opérationnels à différents niveaux et on a à l'heure actuelle donc 3 heures, plus de 3h45 après ce décollage, tout à l'heure, de ce Soyouz, eh bien, nous sommes en attente de la séparation. Et vous le savez, chaque satellite est arrimé au dispenser par des points d'ancrage. Au moment de la séparation, le programme de vol du lanceur envoie un ordre électrique qui enclenche alors un dispositif pyrotechnique qui casse ces liaisons. Et les satellites sont éjectés par l'action de simples ressorts qui se détendent. On va s'offrir un petit aparté, car à cette heure de la nuit, eh bien, pourquoi pas citer quelques mots d'Alexeï Leonov, un cosmonaute russe embarqué sur Soyouz le 19 juillet 1975. C'était il y a longtemps. Et voilà ce qu'il disait. C'est surtout le silence qui me frappa le plus. C'était un silence impressionnant, comme je n'en avais jamais rencontré sur la Terre. Si lourd et si profond que je commençais à entendre le bruit de mon propre corps. Mon cœur cognait, mes veines battaient. Alors, je ne sais pas si en ce moment précis vous entendez votre cœur battre, mais enfin en tout cas, je connais quelques cœurs qui battent peut-être un peu plus vite que d'habitude en ce moment, puisque nous arrivons en vue de la fin de cette mission. Rappelons également, puisqu'on parle de cœur, que l'histoire officielle, raconte à propos du premier vol habité de Soyouz, et bien qu'à l'instant du départ, lors du tout début du vol, le pouls de Gagarine, Youri Gagarin, est passé brutalement de 64 battements par minute à 157 battements par minute. En tout cas, c'est très calme dans l'espace pour notre Soyouz, avec ses 2 satellites Galileo embarqués. Et nous sommes en attente eh bien, de la séparation qui va intervenir dans quelques instants. Cette séparation, je vous l'ai décrite. Il ne reste plus qu'à ce qu'elle soit enregistrée là, par nos images 3D, et ensuite il faudra attendre la confirmation, parce que nous attendrons la confirmation de la bonne séparation et de la bonne orbite. Car ce qu'il y a de sûr, c'est que les opérationnels vont préférer recouper les informations pour qu'il n'y ait aucun doute quant à l'orbite sur laquelle ont été libérés les 2 satellites Galileo. Et Arianespace nous donnera la confirmation officielle que lorsque tout cela sera vérifié. On a
vous le voyez, toujours notre courbe de vol en haut à droite, eh bien c'est parfait. Le petit point se déplace pile poil sur cette courbe, ce qui veut dire que c'est conforme à la prévision. On a, voilà, ça vient d'intervenir. Vous le voyez, séparation symétrique des deux satellites Galileo FOC 9 et 10 sous nos yeux et sous les yeux de la Terre en contrebas. Donc, je vous le disais, voilà ce qui se passe, c'est dans le programme de vol. Confirmation de la séparation des satellites Galileo Foc FM5 et FM6. Voilà, c'est dit par le DDO. Alors, pour la confirmation de la bonne orbite, Arianespace donnera une confirmation lorsqu'il y aura des recoupements. Cela peut prendre 10 minutes, comme une demi-heure, voire davantage. En fait, ce sont les aléas de la télémesure. J'en ai encore parlé à un ingénieur d'Arianespace il y a quelques minutes et il m'a dit « une demi-heure, vous êtes optimiste ». Façon de dire que ça peut prendre plus de temps. Nous serons donc patients. Javier Benedicto est avec Didier Febvre et ils se concertent. Il faut savoir qu'en fin de mission, après séparation des deux derniers satellites, l'étage Frégate va rejoindre donc son orbite cimetière. Il s'agit donc après cette séparation de rejoindre une orbite cimetière pour déplacer le Frégate, pour assurer la sécurité de nos satellites et puis en plus de garantir l'intégrité des satellites, cette orbite va se dégrader et les restes du composite vont se disperser lors de leur rentrée dans l'atmosphère. Là, c'est les images du décollage. C'était tout à l'heure, il y a près de 4 heures, Soyouz est parti avec ce système merveilleux de contrepoids en zone de lancement qui permet que Soyouz décolle juste quand il a la puissance nécessaire, voilà, avec les 4 boosters qui poussent et cette traînée lumineuse qui était très rougeoyante dans la nuit ici de Kourou, la nuit guyanaise. Très très belles images de Soyouz. 5, 4, 3, 2, 1, top. Et décollage VS12. Vous le voyez, il a comme une boule de feu juste, c'est un petit peu plus rond, juste au sortir des tuyères et des verniers. C'est Soyouz qui pousse, c'est impressionnant. On peut peut-être, sur ces belles images de ce décollage de tout à l'heure, prendre un peu le temps pour un peu d'histoire récente. L'histoire récente, c'est tout simplement celle de l'installation de Soyouz en Guyane, puisqu'il a fallu quand même 10 ans d'efforts, de concertation, de travaux pour que le site Soyouz soit actif à Sinnamary. L'ESA, l'Agence spatiale européenne, a développé le programme Soyouz au CSG pour renforcer la coopération avec la Russie dans le domaine des lanceurs. Et si on veut revenir un instant sur l'organisation de ce programme, l'Agence spatiale est le maître d'ouvrage du programme. Voilà, je crois, Stéphane Israël, c'est prévu, il va nous faire un point. Il est au pupitre, nous lui laissons la parole. Ladies and gentlemen, Mesdames et messieurs, 30 minutes maximum. Nous allons attendre un maximum de 30 minutes maintenant pour faire les dernières annonces, les annonces finales. Mais en tout cas, à l'heure où je vous parle, nous pouvons vous dire que la séparation s'est déroulée tout à fait correctement et dans 30 minutes, nous comparerons nos données, les données des clients, pour avoir la confirmation qu'ils soient exactement. Dans quelques minutes, mais en tout cas pour Alba et Oriana, il semblerait que tout soit en bon chemin.
seems to be looking good and going according to plan. We can see some smiling faces there from your colleagues, Edward. Yeah, so the stations in Donggala in Australia and Eh bien voilà, vous l'avez entendu. Vous l'avez entendu comme moi. Alors j'entends de l'anglais dans mon casque, mais voilà, c'est nos amis qui sont à côté, Katie Aswell, Edouard, sont juste à côté dans la cabine. Eh bien, vous avez entendu Stéphane Israël. Il semble que ça soit en bonne voie pour Oriana et Alba, c'est les noms. Je vous ai raconté tout à l'heure l'histoire de l'attribution de ces noms. Ce sont deux jeunes écolières européennes qui ont gagné un concours de dessin. Et c'est pour ça que les deux satellites Galileo s'appellent Oriana et Alba. Tout à l'heure, je vous disais effectivement qu'il a fallu 10 ans d'efforts, de concertation et de travaux pour que Soyouz soit actif ici au Centre spatial guyanais. Alors, on n'est pas non plus à quelques minutes près. Et puis, je vous disais aussi que un ingénieur d'Arianespace me disait tout à l'heure, une demi-heure, vous êtes plutôt optimiste, parce que c'est vrai que quelquefois avec la télémesure, quand on veut recouper les informations, eh bien ça prend un petit peu plus de temps. Enfin, on espère que ça durera pas plus d'une demi-heure, puisque si vous êtes avec nous en direct, notamment je pense à nos spectateurs de métropole, puisqu'à Paris, eh bien il est 8 heures du matin, c'est l'heure des croissants, et donc nous attendons la confirmation, mais nous allons prendre le temps de faire en sorte que la confirmation soit vraiment confirmée, si j'ose dire. Et donc, Arianespace, eh bien, dans le cadre de ce que je vous disais, de Soyouz en Guyane, Arianespace est responsable de la fourniture des systèmes russes. Arianespace coordonne et soutient les activités des entreprises russes pendant la phase de développement. Et Arianespace est aussi l'opérateur, bien évidemment, de lancement de Soyouz au CSG. Et puisque j'ai parlé de l'ESA, je peux parler également de l'agence spatiale fédérale russe Roscosmos, qui est responsable de la réalisation de la partie russe du programme, qui coordonne les activités des entreprises russes impliquées, et le CNES, qui est lui l'architecte système du projet Soyouz au Centre spatial guyanais, et le CNES qui est l'autorité de conception de l'ensemble des infrastructures de la base spatiale, car bien évidemment, il a fallu construire une zone de lancement ici en Guyane. Alors, vous le voyez, eh bien tout le monde discute, tout le monde attend. Ils ont des casques. Je ne sais pas s'ils écoutent la version française ou la version anglaise. En tout cas, ils sont très attentifs à ce qui se passe. Ils sont devant le mur d'images, les spectateurs qui sont restés. Et à l'intérieur du bocal, eh bien vous le voyez, Stéphane Israël, Didier Febvre, Javier Benedicto, ils attendent des nouvelles. Ils se lèvent, ils vont peut-être passer des coups de fil. Voilà, ben oui, je m'en doutais. Parce qu'effectivement, on recoupe les informations, mais nous attendrons le temps qu'il faut. Vous l'avez vu tout à l'heure, puisque Didier Febvre est sous nos yeux, on peut, peut-être je parle sous sa responsabilité, mais il l'a déclaré en début d'émission, et puis il nous a communiqué lui-même ces informations l'autre jour. Donc on sait que pour les satellites Galileo FOC et 5 et 6, qui avaient été délivrés sur une orbite non conforme en août 2014, eh bien les équipes de l'Agence spatiale européenne ont réussi à valider leur fonctionnement, ont réussi à les repositionner pour que ces deux satellites contribuent au programme Galileo. Il a fallu 3 à 4 mois aux opérateurs de l'ESOC pour parvenir à corriger, à modifier l'orbite des satellites, donc les numéros 5 et 6. Ça prend du temps, ils ont des petits moteurs, mais on les a fait rejoindre une orbite correcte pour pouvoir travailler. Ça, c'est le plus important. Et sur cette nouvelle orbite, eh bien, les deux satellites sont maintenant en capacité d'assurer normalement la fonction Search and Rescue qui sera opérationnelle. C'est une très bonne nouvelle. Il a fallu également en fait adapter le segment sol, car pour la navigation, le système sol ne pouvait pas traiter les signaux de la nouvelle orbite, et donc des solutions ont été imaginées et on est arrivé à trouver une nouvelle manière d'utiliser ces signaux. Tout cela devrait être effectif vers décembre 2015. Bien sûr, c'est une excellente nouvelle. Alors, eh bien, tout de suite, il y a un film qui va nous récapituler. Ben, j'ai oublié.
le point commun entre un agriculteur au volant de son tracteur, un capitaine de cargo à la manœuvre dans un port, un expert environnemental en inspection de forêt, un chauffeur de camion qui transporte des marchandises dangereuses et un banquier achetant des produits financiers. Ils utilisent tous la navigation par satellite. En effet, la navigation par satellite va bien au-delà du simple fait de guider nos véhicules. Elle permet aux agriculteurs d'utiliser moins d'engrais, aux navires de naviguer en toute sécurité, aux exploitants et aux autorités locales de gérer efficacement nos infrastructures, notamment routières, et aux gestionnaires de réseaux électriques ainsi qu'aux banquiers d'accéder à des horloges extrêmement précises. Elle permet même de protéger notre environnement. Grâce à ces deux programmes phares de navigation par satellite, EGNOS et Galileo, l'Europe contribue à rendre le positionnement plus précis, plus fiable et plus accessible. EGNOS, le système européen de navigation par recouvrement géostationnaire, est le premier projet concret de l'Europe dans le domaine de la navigation par satellite. Les satellites géostationnaires et leur réseau de stations terrestres augmentent la précision des signaux de positionnement existants, tout en envoyant un message d'intégrité qui informe les usagers en cas de problème de fiabilité. Galileo est le système européen indépendant de navigation par satellite, sous contrôle civil. Il permet une localisation globale sûre et de grande précision. Totalement déployé, le système comptera 30 satellites et sera compatible avec le système GPS. EGNOS aujourd'hui et Galileo demain peuvent sauver des vies, sur terre, en mer et dans les airs. Les procédures d'atterrissage qui utilisent EGNOS permettent aux hélicoptères de sauvetage d'atterrir sur héliports, comme ceux des hôpitaux, même par mauvais temps. Les services d'urgence disposent actuellement d'un positionnement précis lors des interventions en cas d'inondation, de feux de forêt ou de tremblement de terre. Le positionnement par satellite va aussi sauver des vies sur nos routes. Le programme pan-européen eCall est un système permettant aux véhicules impliqués dans un accident de contacter automatiquement le centre de secours le plus proche et de transmettre la position exacte de l'accident pour que les services d'urgence puissent arriver plus vite sur les lieux. Galileo offrira quant à lui un service de recherche et de sauvetage global. Il complétera les systèmes déjà en place et assurera une couverture supérieure, de sorte que le signal de détresse soit capté rapidement. En outre, il augmentera la précision de la localisation des balises de détresse, dans certains cas de plusieurs kilomètres à seulement quelques mètres. En cas d'urgence, EGNOS et Galileo auront une importance vitale. Ils joueront aussi un rôle important en matière de prévention et de sécurité. Les avions et les hélicoptères utilisent déjà EGNOS lors de procédures d'approche dans des aéroports de petite taille et des héliports, même en cas de visibilité réduite. Les camions qui transportent des marchandises dangereuses peuvent également être tracés et suivis en permanence. Les systèmes avancés d'aide à la conduite combineront les informations des capteurs et celles des satellites, notamment les données envoyées par Galileo, pour aider les conducteurs à éviter les accidents ou les avertir des obstacles sur la route. Le secteur maritime fut l'un des premiers à adopter ces systèmes satellites, car EGNOS et Galileo rendent la navigation plus fiable et plus sûre. Des millions d'agriculteurs utilisent déjà le guidage par satellite pour cibler avec précision la pulvérisation d'engrais ou de pesticides et pour diminuer leur consommation de carburant. Dans les airs, un positionnement exact permet aux avions d'effectuer des approches plus souples, plus économiques et qui réduisent la pollution sonore. EGNOS et Galileo aideront les autorités à retrouver les pollueurs marins et à protéger les zones sensibles sur le plan de l'environnement. Ils pourront ainsi mieux défendre les réserves halieutiques contre la surpêche ou le braconnage marin. Une cartographie précise des parcs naturels et forêts permettra aux autorités de mieux les protéger, tout en offrant des solutions de guidage aux randonneurs et promeneurs. Savoir exactement où l'on se trouve à un moment donné peut améliorer la qualité de vie. Par exemple, un positionnement par satellite peut aider les personnes malvoyantes à se déplacer de manière plus sûre, ainsi qu'à être averties des dangers potentiels.
Les smartphones utiliseront notamment Galileo pour développer de nombreuses applications. EGNOS et Galileo permettront une meilleure gestion du trafic aérien et un meilleur accès aux aéroports, afin de limiter les retards, les modifications de plans de vol ou les annulations. Mais ce n'est pas tout. Grâce à EGNOS et Galileo, les systèmes de gestion des réseaux routiers et ferroviaires seront perfectionnés afin d'amener les usagers plus rapidement à destination. Si la navigation par satellite est déjà cruciale aujourd'hui, EGNOS et en particulier Galileo posent les bases d'une série d'applications innovantes. Par exemple, des régimes d'assurance plus équitables pour les véhicules, des analyses minutieuses pour les équipes sportives, des systèmes d'avertissement des tremblements de terre, des prévisions météorologiques, ainsi que des applications pour téléphone portable concernant le trafic urbain, une surveillance accrue de l'environnement et même des balises pour diriger des troupeaux d'animaux. À travers l'Europe, des entreprises de nombreux secteurs utilisent déjà le positionnement par satellite pour rationaliser leurs activités, gagner du temps et être plus rentables. Le positionnement par satellite optimise entre autres des applications moins connues, en offrant par exemple des horloges extrêmement précises, utiles aux opérateurs de réseaux électriques et de télécommunications. Pour l'économie européenne et ses citoyens, ces innovations vont générer de substantiels avantages socio-économiques. Des emplois et des nouveaux marchés se créent pour les entreprises. Les entrepreneurs et les chercheurs, en dehors de l'industrie spatiale, profiteront aussi des retombées technologiques issues de ces recherches. Dès aujourd'hui, mais plus encore demain, agriculteurs, banquiers, géomètres, capitaines, chauffeurs, pilotes, secouristes et citoyens à travers toute l'Union européenne bénéficieront de services générés par EGNOS et Galileo, plus performants, assurant la protection et la croissance économique de l'Europe. Voilà, regardez tous ces beaux services, c'est incroyable. Comment avons-nous pu survivre avant sans des systèmes de navigation? Édouard est là avec moi. Nous sommes maintenant au cœur de l'action, au CDC, juste devant le bocal. Vos collègues y travaillent, Édouard. Bien. Maintenant, si vous nous rejoignez à l'instant, nous allons vous dire ce que nous avons fait, où nous en sommes. Les satellites ont été séparés il y a environ 20 minutes de cela. Nous avons eu la première acquisition des signaux, les 2 signaux pour les satellites qui nous ont dit « Coucou, on appelle à la maison, on est là, on est vivant ». Et ensuite, on a passé la main aux équipes au sol. Et maintenant, nous passons par une série de procédures et nous attendons les premiers états de santé des satellites que nous auront dans environ 10 minutes, 15 minutes. Bien, Edward, vos collègues sont là, de l'autre côté? Vos compères, si je puis dire, que font-ils? Eh bien, mes collègues sont là, dans le bocal, effectivement. Ils travaillent avec les équipes Arianespace, main dans la main, pour essayer de confirmer l'orbite sur lesquelles les satellites ont été visés, lâchés. Et puis aussi, ils travaillent avec les équipes ESOC. D'ailleurs, je souhaite dire bonjour à toutes les équipes qui prennent peut-être leur petit déjeuner et à ceux et celles qui nous regardent dans les centres de contrôle aux Pays-Bas et ailleurs, en Italie notamment. Je souhaite dire bonjour à tout le monde et puis les équipes industrielles également qui nous regardent. Voilà. Jean-Claude Querini, le responsable technique, est là. Il est là au cœur de l'action et il est en pleine discussion avec les équipes Arianespace et LEOP. Pour l'instant, tout se passe bien. Et nous avons vu que les transmetteurs des satellites, des 2 satellites ont été allumés et ils ont été mis sous tension et nous avons eu cette confirmation. Bien, très bien, passons maintenant à Jean-Claude. Jean-Claude va nous dire ce qui se passe à ce moment-là.
Retour sur le lancement de ce soir. Comme vous le savez, les équipes satellites sont déployées pour suivre ce lancement, non seulement au CSG, mais aussi à l'ESOC, le centre de contrôle de l'ESA en Allemagne. Après la séparation, la première opération au niveau satellite est la mise sous tension du calculateur de bord. Ceci est une opération automatique initialisée par la séparation. Quelques secondes après, mais dans les 3 minutes qui suivent, la station de contrôle au sol confirmera l'acquisition de la communication avec le satellite via l'antenne en bande S. L'étape la plus cruciale sera le déploiement des 2 panneaux solaires. Ce déploiement est réalisé en séquence pour l'aile 1, puis l'aile 2 et devra être terminé dans les 30 minutes en incluant la confirmation et permettra au satellite d'atteindre le mode de pointage du Soleil qui est une configuration de sécurité stable. Dans cette configuration, la puissance maximale en énergie est garantie. La séquence totale est automatique avec une surveillance du sol permanente. Les étapes suivantes se dérouleront sous une semaine pour terminer les premières vérifications des satellites. Ensuite sera déroulée une phase de dérive pour atteindre la position orbitale finale. C'est durant cette phase que nous ferons la recette des sous-systèmes de la plateforme. La durée totale est d'environ 4 semaines. Après la phase de dégazage qui aura lieu pendant la dérive et la mise sous tension de la charge utile, les tests finaux en orbite seront acquis avec la vérification des performances des satellites. Cela prendra encore 4 semaines. Voilà. 20 minutes maintenant se sont écoulées depuis la séparation des satellites, des 2 satellites qui sont maintenant sur leur orbite dans l'espace. Maintenant, reprenons un petit peu ce qui s'est passé. Où en sommes-nous? Pour l'instant, les satellites passent par une dernière séquence. Nous essayons de vérifier tous les éléments critiques à bord des satellites. D'abord les transmetteurs, et puis le système de transpondeurs ont été mis sous tension, ils fonctionnent bien. Après cela, il y a eu la confirmation du fait que les 2 satellites, pour l'instant, ont, comment dire, ils ont atteint l'altitude ciblée. Bon, il faut encore la confirmation finale. Et puis, nous attendons une autre confirmation pour les panneaux solaires et leur déploiement. D'accord, très bien. Ce déploiement des panneaux, c'est essentiel parce que sans eux, sans électricité, rien ne marcherait. Donc, pour avoir cette puissance, nous avons besoin d'ailes. Donc, ces oiseaux ont besoin de déployer leurs ailes d'une certaine façon. Très bien. Jean-Claude également nous a parlé des choses qui vont se passer dans les semaines à venir. Justement, quelles sont les étapes maintenant pour les jours et les semaines à venir? C'est vrai, effectivement, une fois que les satellites auront terminé cette phase d'initialisation, nous aurons 8 jours avec les équipes LEOP. Oui, tout à fait. C'est pour les activités initiales, opérationnelles. C'est une phase critique. Ceci est effectué par le centre LEOP qui est à l'ESOC. À Darmstadt en Allemagne. Les équipes ESOC et CNES travaillent ensemble pour recevoir les signaux, c'est ça? Oui, tout à fait. Pour que les satellites continuent leur petit bout de chemin et pour que nous ayons ces informations et la confirmation. C'est vrai. Exactement. Nous avons une confirmation tout à fait positive. Les panneaux solaires ont été déployés. Bon, je ne vois pas encore des sourires sur les visages, mais en tout cas, c'est une étape importante, je peux vous le dire. Je crois que nous attendons encore un petit peu, nous attendons la confirmation pour l'orbite finale. C'est une étape également essentielle pour notre programme satellitaire pour justement pouvoir charger les batteries. C'est vrai, nous n'avons pas encore reçu cette confirmation-ci, mais en tout cas, tout semble bien se passer. Bien. Prenons un peu de recul, regardons à nouveau le lancement, parce que moi, vraiment, je ne m'en lasse jamais. Et pour vous, c'est la première fois, hein, en direct, c'est vrai, pas à l'écran. Allez, revoyons un peu tout ça.
confirmer que la mission de cette nuit a été parfaitement réussie. Alba et Oriana have been safely separated on their targeted medium Earth orbit. Très bien séparés Satellites sur leur have orbite successfully MEO. Les performed satellites the steps ont effectué of their launch les and premières early orbit étapes phase qui sont operations. réussies. So tonight it is a success for Galileo. Donc aujourd'hui, c'est une réussite pour Galileo. Alba and Oriana are the 9th and the 10th Galileo sont spacecraft to les 9e et 10e satellites qui ont été mis en orbite par Arianespace. Bientôt, ils rejoindront leurs petits copains dans cette constellation qui aura 30 satellites en fin de programme. Donc, cela nous permettra de continuer à construire l'autonomie européenne dans les systèmes de navigation que nous utilisons. Un autre Soyuz va nous offrir 2 nouveaux satellites en fin d'année, va les lancer. En 2016, Ariane 5 aura 4 satellites à bord. En 2017 et 2018, nous aurons 2 autres Ariane 5 et un autre Soyuz. Donc, tout est très clair et bien organisé pour Galileo nous fait beaucoup travailler au CSG. Arianespace est fier d'être le partenaire de référence pour ce programme spatial qui est notre fer de lance. Je souhaite remercier la Commission et Biankowska, notre commissaire européen, et nous savons que c'est elle qui a décidé ces lancements en janvier à Bruxelles. Je souhaite remercier tous nos partenaires de la Commission parce qu'ils font confiance au service de lancement d'Arianespace. Et ce soir, nous allons écouter Matthias Peschke qui est avec nous, qui est responsable du programme de navigation par satellite et qui nous a toujours soutenus pour le déploiement de Galileo par Arianespace. Je souhaite remercier également l'Agence spatiale européenne, notre partenaire responsable du segment spatial Galileo et notre client direct pour ce lancement. Je souhaite remercier l'ESA et bien sûr Didier Fèvre. Didier Fèvre vient de confirmer que tout s'est bien passé pour les satellites et je souhaite également remercier Jan Werner. Yann, voilà, c'est la première fois en tant que DG, directeur général, vous êtes là au CSG. La dernière fois, je crois que c'était pour la TV. Mais bon, la première fois en tout cas, en tant que directeur général, c'est vraiment le bon choix. Une belle réussite. Et si vous voulez revenir, nos seront ouverts. Je souhaite remercier aussi et féliciter OHB, notre partenaire, le constructeur pour ce programme Galileo. Et avec OHB, nous avons encore 16 satellites à livrer pour Galileo. Et OHB aussi a des actions, est un actionnaire important pour Arianespace. Ce soir est un bel exemple. Un exemple de ce que nous avons fait en 2015 chez Arianespace. Une année dédiée aux institutions européennes. En effet, nous avons 11 satellites à livrer pour les institutions européennes cette année et ces satellites couvrent tout type d'applications spatiales. La navigation ce soir par Galileo, l'observation de la Terre, la science, la technologie, la météorologie et la communication sécurisée. Et en fait, grâce à ces familles de produits, de segments, nous pouvons complètement couvrir tous les besoins des institutions et des gouvernements en Europe. Mesdames et messieurs, avant de passer la parole à nos clients et à nos partenaires, je souhaite remercier nos partenaires russes pour leur collaboration. Ceci a commencé avec l'agence spatiale russe, Roscosmos, qui a été représentée ce soir par le directeur général, son directeur général. C'est un honneur pour nous, Igor Komarov. Igor a dû nous quitter parce qu'il a dû accueillir un événement au Kazakhstan et cependant, il était avec nous tout à l'heure il y a quelques heures. Je souhaite féliciter également les Aircatis Progress qui nous a aidés, et SF Fering et MPO Lavochkin qui a conçu la partie frégate. Bon, maintenant,
C'est le 12e lancement à partir du centre spatial guyanais avec Soyouz. Soyouz est un élément essentiel dans notre offre pour les marchés commerciaux et institutionnels. Je souhaite féliciter et remercier tous nos partenaires européens pour ce lancement, le CNES, CSG, bien sûr, pour la disponibilité de la base, tous les industriels sur le terrain et aussi, bien sûr, les collègues chez Arianespace. Je souhaite vous dire que les collègues chez Arianespace ont toujours parié sur Soyouz. Nous avons eu quelques difficultés, nous savions que nous pourrions les surmonter et nous savions également que nous allions réussir. Eh bien, voilà, c'est la deuxième réussite pour Galileo depuis le début de l'année avec Soyouz. Et dernier point, non des moindres, nous savons que ce soir, c'est le 8e lancement de l'année. Maintenant, nous sommes sur la bonne voie pour une année record. Et nous pourrons avoir 12 lancements cette année, un par mois, ce qui n'est pas mauvais. Merci de votre attention. Mesdames et messieurs, en fait, c'est un moment particulièrement spécial pour moi, comme on l'a dit. C'est mon premier lancement ici de Kourou pour moi en tant que directeur général à l'ESA. Ce n'est pas le premier lancement pour moi, en tout cas en tant que directeur général, parce que j'ai déjà eu cette expérience. Il y a plus d'une semaine de cela, à Baïkonour, donc un Soyouz un petit peu différent. Bon, ce qui me manquait, c'était les astronautes ici que nous avions là-bas, et il y avait un Danois notamment, Andreas Morgensen, qui en fait sera au Kazakhstan bientôt, dans quelques heures, et c'est pour ça qu'Igor a dû nous quitter, comme il a été dit. Mais en tout cas, on nous a envoyé un SMS nous disant félicitations aux équipes, il était content également de pouvoir voir ce lancement. Donc, c'est une belle journée pour moi, une journée pleine d'émotions, et aussi je suis content pour les institutions. En effet, ce sont des sentiments intéressants. Je peux vous dire que c'est une expérience superbe. Eh bien, les satellites sont sur leur trajectoire, ils fonctionnent selon nos plans, comme on l'a dit tout à l'heure. Bon, il reste encore quelques étapes, bien sûr, non seulement avec ces satellites, mais en général aussi, parce que nous souhaiterions avoir 30 satellites en orbite pour avoir la constellation complète qui fonctionnera pour tout type de service et de façon concomitante. Et il faut le dire, nous pensons bien sûr à Galileo 9 et 10 dans la constellation, mais nous essayons de construire des choses pour l'avenir. Il nous faut une deuxième génération parce que ces satellites ne vont pas vivre pour toujours. Donc bientôt, il faut penser à la prochaine génération de satellites Galileo. Galileo, pour moi, c'est beaucoup plus qu'une série de satellites qui sont là autour de nous et puis qui retombent après. Non, c'est la preuve d'une collaboration européenne et au-delà de l'Europe, même lorsque les temps sont durs. Vous le savez, bon, on a parlé de la crise en Ukraine, etc. Les gens en parlent, mais cependant, regardez la coopération au sein de l'ESA et des États membres, la France notamment, dont je dois parler, et entre l'ESA et la Commission européenne, entre aussi l'Europe et la Russie, Roscosmos notamment, mais aussi les sociétés qui produisent les lanceurs, et entre les entités publiques et privées. Du côté privé, bien sûr, il y a OHB, SSTL, Arianespace et d'autres. Et aussi, c'est un bel exemple de collaboration entre des centres de contrôle et de commande, notamment ces centres pour les phases normales à Fucino, et puis à Darmstadt, Fucino, pardon, et puis près de Munich, et aussi pour les phases LEOP, où nous avons le centre ESOP Darmstadt qui fonctionne. Voilà, c'est donc un modèle pour l'Europe. C'est un modèle qui va au-delà de l'Europe pour collaborer au-delà des frontières, même lorsque les temps sont durs. Donc, selon moi, je dois dire que grâce aux acteurs, c'est une forme d'appel, un appel pour une collaboration renforcée entre des entités, des personnes, pour nos citoyens et aussi nos actionnaires, bien sûr. Ensemble, réalisons cet espace unifié en Europe. L'ESA est prêt à continuer son rôle en tant qu'agence européenne. Merci.
Chers collègues, chers amis de l'espace, chers amis de Galileo, c'est un jour important pour notre programme qui est en train de devenir une réalité, étape par étape, lancement par lancement, succès après succès. C'est une évolution passionnante et satisfaisante. Je voudrais peut-être rappeler tout au début quel est notre but à la Commission européenne avec le concours de vous tous. Nous voulons doter l'Europe du premier satellite par navigation globale et civile, et nous voulons, le plus prochainement possible, fournir des nouveaux services, des services pour nos citoyens et pour nos entreprises. Avec ce lancement réussi, c'est naturellement le moment des remerciements. Donc, je voudrais vous remercier. Je voudrais commencer avec les autorités françaises, qui sont ici représentées, surtout aussi par Joël Barre, le CNES, les autorités françaises civiles et militaires, qui mettent à la disposition de l'Europe ce site impressionnant et essentiel pour l'accomplissement de nos ambitions et pour l'accomplissement de notre politique d'espace. Je voudrais remercier Ariane Espace, surtout Stéphane, pour son commitment. On est sur la bonne trajectoire. On est sur la bonne trajectoire et je voudrais vous remercier pour tout ce que vous avez fait ces derniers mois, l'esprit rigoureux, le travail qui a été accompli depuis l'été dernier surtout. Et je continue naturellement aussi à remercier vos partenaires, your partners, your Russian partners, for the excellent job which has been done. And obviously, I'm going to continue and thank ESA. L'Agence spatiale européenne, l'ESA, parce que sans l'ESA, il n'y aurait pas Galileo. Votre contribution est essentielle. Nous travaillons au quotidien, main dans la main. Nos équipes travaillent ensemble. Et je souhaite dire aussi bonjour aux équipes ESA et merci aux équipes ESA qui sont sur plusieurs sites à Darmstadt, ESOC, et puis aussi nos collègues dans nos centres de Fucino et près de Munich, les centres de contrôle. Ils font vraiment du bon boulot. Et puis, comme je parle des équipes, je devrais aussi, bien sûr, parler des responsables d'équipe, Didier Fèvre, et puis Javier Benedicto, qui travaille aussi avec vous, Yann Werner. Nous lançons des satellites et je me retourne donc naturellement vers OHB. OHB a évolué avec et grâce à Galileo, comme nous l'avons dit ce matin, M. Lindenthal, et puis je souhaite remercier les équipes de M. Peschke, et je souhaite également remercier nos collègues qui travaillent au Royaume-Uni pour SSTL, car il s'agit d'une œuvre conjointe. Vous représentez aujourd'hui ce secteur européen. Il y a d'autres sociétés, bien sûr, beaucoup d'autres, qui ont contribué à la réussite de Galileo. Et nous les remercions. Dernier point, je souhaite remercier mon équipe à la Commission. Ce matin, nous nous sommes levés tôt, nous avons pris le petit déjeuner très tôt, notre café, avec notre nouveau DG, Laurie Evans. Donc bonjour à Bruxelles, et je souhaite vous remercier également. Catherine Gavada, Philippe, Jean et leurs équipes, mes équipes. Et puis, sachez que j'apprécie énormément de travailler avec vous. Je suis content d'être là avec cette équipe à Bruxelles. Bien,
Quelques mots concernant l'environnement politique en général, dont Jan Werner a parlé. Je pensais à un discours donné par le président de la Commission, M. Juncker, il y a quelques jours de cela. L'état de l'Union, un discours très important, à un moment critique concernant l'état de l'Union. Et ce discours couvre les difficultés que nous vivons à l'heure actuelle et il a utilisé une expression pour parler de l'Union européenne qui, à l'heure actuelle, n'est pas assez unie, n'est pas assez une union et ne montre pas assez son visage européen. Je pense que ceci est vrai. C'est vrai aussi pour Galiléo. Nous pouvons dire que l'Europe existe avec Galiléo et qu'il y a cette vraie union grâce à Galiléo parce que nous travaillons main dans la main. Galiléo, c'est un travail d'équipe. Galiléo, c'est l'Europe qui rassemble ses forces et Galiléo est soutenu par tous les États membres. Il y a beaucoup d'États membres qui sont représentés ici avec nous à Kourou. Galiléo est soutenu par le Parlement européen, est soutenu également par les partenaires que je viens juste de mentionner, a également le soutien du GSA dont je dois absolument parler. Donc nous avons ce soutien, ce support pour ce projet européen, c'est-à-dire Galiléo. Et grâce à Galiléo, nous voyons que dans l'espace, nous devons travailler ensemble. Galiléo fonctionne et nous montre que les Européens, ensemble, peuvent réussir s'ils travaillent effectivement ensemble. Alors, que faire ensemble? Il faut renforcer ce secteur, cette industrie, il faut promouvoir l'innovation. Nous voulons également contribuer à l'évolution de nouvelles technologies. Nous voulons des emplois de qualité et nous voulons aussi la croissance. Voilà nos défis à l'avenir et Galiléo va contribuer à l'atteinte de ces objectifs. Chers collègues, il y a encore de nombreux défis à relever, c'est certain. Cependant, ce soir, nous avons fait un pas en avant de taille. Et si nous continuons à travailler ensemble, nous allons réussir. Merci bien. Ladies and gentlemen, good morning. Mesdames et messieurs, bonjour. Big success for Belle réussite, effectivement. Navigation system pour Galileo. le système de navigation Big Galileo. success Belle for réussite the contributing industry. également pour les partenaires industriels qui Galileo ont will contribué à be cette réussite. a Galileo powerful navigation est system un système de for its navigation worldwide qui marche users bien pour and les utilisateurs for a partout dans le monde variety of et applications. qui couvrira tout type And d'applications. We, as OHB, Nous, very glad and proud les équipes OHB, nous that sommes fiers we are able to deliver car nous avons four réussi elements à of fournir this les éléments worldwide principaux navigation. nécessaires à ces systèmes de navigation I would like to mondiaux. thank Je souhaite our industrial partners, remercier nos starting with partenaires SSTL, industriels, SSTL, but also, pour as commencer, Matthias was mentioning, mais aussi, comme a huge Mathias l'a number dit, of il companies y a or beaucoup d'autres partners sociétés, are d'autres contributing partenaires qui contribuent, to qui the participent development and au production développement, of à la this, production, à la fabrication satellite system, de ces serial systèmes production de satellites, are quasiment running. en production And, I de would masse, like de to série. thank Et je souhaite first of all our remercier customers, nos clients, European Commission, la Commission and européenne ESA et for the l'ESA, trust, l'agence confidence européenne, pour leur in confiance. OHB, Leur confiance industrial en partners OHB, to les deliver partenaires those industriels, powerful pour fournir satellites ces for satellites navigation system. essentiels And, à nos I systèmes would de like navigation. to say Je souhaite particularly hello to those notamment colleagues I know that in dire Bremen, bonjour à mes collègues à Brême, in que je connais, Nordwijk, but et à probably Nordwijk, also in Guildford, mais aussi colleagues à are Guildford, watching nos this collègues transmission. qui nous I regardent would like to en télédiffusion. send En my tout cas, personal thanks je to the souhaite team for remercier directement this leurs achievement, équipes, that car we were c'est une belle contributing to this significant step in the réussite. build-up C'est une étape, of the constellation. en effet, pour For us, construire the cette significant constellation. Pour step nous, c'est in un pas build-up
essentiel pour cette construction. Cela nous motive, c'est une source d'inspiration pour les satellites à livrer. Les 2 prochains sont déjà terminés. Ils sont prêts pour les tests de recettes. Les autres arrivent juste après. Nous les produisons vraiment rapidement. La cadence est bonne et la cadence continue par une série de tests. Ce qui veut dire que pour nous, le niveau de motivation est très élevé. Nous sommes motivés pour contribuer à cette construction de constellations complète. Et comme Yann l'a dit, cette constellation, c'est la première génération. Ce qui veut dire que nous sommes motivés pour penser au développement de la 2e génération. Nous serons heureux de pouvoir contribuer à la hauteur de nos moyens, de nos capacités, de nos compétences. Et nous sommes extrêmement motivés et toutes nos équipes industrielles le sont également. Effectivement, bonne nuit pour tous ceux qui sont ici avec nous en Guyane. Ils ont veillé tard, ça valait le coup. Ils ont veillé tard et peut-être que certains vont aller se coucher. Il est bientôt 4h du matin ici en Guyane, alors que vous le voyez, eh bien, les gens se félicitent, ils sont contents, tout s'est bien passé. Alors Soyouz, c'était tout à l'heure, il y a nettement plus de 4 heures, Soyouz a allumé le feu dans la nuit. Voilà, Booster, Bloca ont allumé leur moteur pour le décollage. 28 hier et 12 moteurs verniers qui ont craché leur gaz de combustion. Alors, on se retrouve, Stéphane Israël vient de le dire sur ces belles images, je peux le redire, on se retrouve le 30 septembre pour une Ariane 5. Merci à toutes et à tous. Et puis, je vais remercier André Igochkin qui a supervisé cette vidéotransmission. Merci à Claude Bernat pour son soutien constant. Merci à Manuel de Oliveira et aux équipes de Guyane Première, toujours fidèles au poste et toujours emmenés par Yves L'Espoir. Et merci à Oco Design. Au revoir, à très bientôt.